Donc, ce qu'on va voir, hein, je suis parti sur 7 thèmes, sur cette nouvelle qualité qui sera simple. Donc ça a été dit, itérative. Donc on va regarder sur le processus itératif, ça me paraît important, sur le concept, mais aussi sur l'état d'esprit. Je vous parlerai aussi de l'innovation, sur cette notion d'une qualité innovante et ce que ça a comme impact sur vous, hein, si vous êtes manager qualité, responsable qualité ou consultant qualité, parce que ça oblige à imaginer les choses différemment. Une nouvelle idée que là que j'ai intégrée, c'est sur de nouveaux temps. Donc, on va voir aussi un peu cette notion de temporalité qui me paraît importante sur des temps longs et des temps courts. Ça, on va en parler. Elle sera forcément holistique, avec une approche beaucoup plus globale qu'elle l'est actuellement. Elle sera responsable en faisant des liens avec la RSE, on va le voir, et intégrer ça aussi. Donc, ça sera notre première partie, c'est de passer en revue ces 7 items. Et après, on essaiera dans un deuxième temps de voir quels sont les impacts, les conséquences pour vous, hein, si vous êtes responsable ou QSE, directeur QSE, en termes de compétences, de connaissances par rapport à ça. Alors, premier thème, un thème qui me tient à cœur, hein, c'est la simplicité, hein, et Einstein nous a dit n'importe quel type intelligent peut faire des choses plus compliquées, mais il faut du génie pour faire plus simple. Ça, effectivement, cette citation résume bien un petit peu l'état d'esprit qu'il va falloir avoir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait vraiment une qualité qui soit très simple à mettre en œuvre, très ergonomique, très facile à comprendre, et arrêter de faire parfois des systèmes, notamment de management de la qualité, qui soient très complexes. Voilà. Donc, pour atteindre cet objectif, c'est quelque chose qui nécessite également une démarche un peu réflexive en disant on fait pas simple, on fait rarement simple du premier coup, mais c'est vraiment un processus itératif de la simplicité, c'est-à-dire que lorsqu'on imagine quelque chose, lorsqu'on se retrouve en salle, dans une réunion, dans un groupe de travail, on a plutôt tendance à être sur la partie gauche de l'écran, c'est-à-dire d'imaginer des choses compliquées, pour ne pas dire parfois complexes. D'accord? Et ce qui est important, c'est d'arriver à éviter de rester dans cette sphère-là et toujours de se remettre en question pour arriver à être le plus simple possible. Donc, quand je le dis, je rêve de faire simple du premier coup, mais je n'y arrive pas, c'est vraiment une réalité. À titre personnel, hein, c'est pas pour évoquer mon cas, mais c'est pour partager ce sentiment. C'est-à-dire que très souvent, quand j'imagine des choses, je suis très souvent à gauche, c'est-à-dire que je vais arriver à essayer de prévoir toutes les situations et si jamais il y avait ci, si jamais il y avait ça, ici, etc. Et du coup, de cette situation compliquée, ce qui est important, c'est toujours de la mettre sous forme d'observation pour essayer vraiment d'aller sur des choses simples. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est le simple qui fonctionne, c'est le simple qui est mis en œuvre dans les organisations. Et souvent, quand on met en place des systèmes de management, on a tendance un peu comme de bons élèves, d'être un peu sur le côté gauche de l'écran, c'est-à-dire de faire des choses compliquées et de vouloir penser tous les cas. Voilà. Donc ça, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pour savoir ce qui est simple, il y a un indicateur qui est facile à mettre en œuvre, c'est ce qui fonctionne. Et ce qui ne fonctionne pas, les choses compliquées, généralement, les gens ne les font pas dans l'organisation. Donc, pour savoir si vous avez des choses simples à mettre en œuvre, il suffit de regarder à l'approche de vos audits de certification, lorsque vous faites votre revue de pactage ou lorsque les gens en interne font leur revue de pactage, toutes les choses qui ne sont pas faites naturellement, c'est-à-dire qui sont mis un peu de côté, et puis lorsque les audits arrivent, on se dit il faut qu'on les fasse. Toutes ces choses-là, c'est généralement des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre ou en tous les cas, qui sont pas en lien avec un mode de fonctionnement naturel de l'organisation. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent, l'exemple que je donne très souvent pour illustrer ça, c'est la notion de plan d'action. Hein. Souvent, quand on veut mettre en place des plans d'action dans une organisation, on veut prévoir tous les cas, on va prévoir plein de colonnes en disant ça serait intéressant. Et le plus souvent pour des fins statistiques, c'est-à-dire pour dire tiens, j'aimerais bien savoir combien j'ai d'actions qui viennent de ce process, j'aimerais bien savoir quelle est la source, quel est le site, etc. Et du coup, quand on met en place des plans d'action dans les organisations, on est très souvent sur le côté gauche, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, parce que je l'ai compté et je le vois souvent sur le terrain, une quinzaine de colonnes pour simplement dire qui fait quoi et comment. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Si les plans d'action ne sont pas utilisés en interne, il faut se poser la question du pourquoi. Est-ce que c'est
le réflexe le plus simple, c'est de dire, bah, les gens, ils font jamais ce qu'on leur demande de faire. Ça, c'est assez simple comme réaction, puis surtout, ça nous protège. Mais l'idée, si on fait preuve d'empathie, c'est un terme que je vais utiliser plusieurs fois dans cette conférence. Si on fait preuve d'empathie, il faut se demander vraiment pourquoi les autres ne le font pas. Et si j'étais à leur place, est-ce que je le ferais? Et souvent, moi, je me mets à la place des gens qui reçoivent ces plans d'action sous forme d'Excel. Et ben, à leur place, je ne le ferai pas parce que aujourd'hui, gérer des actions par Excel, eh ben, c'est par un fichier Excel, c'est à l'antipode de la limite tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, pour gérer des actions, avoir des outils qui permettent des échanges. Excel ne le permet pas, qui génèrent des notifications pour nous alerter sur un certain nombre d'éléments. Excel ne le fait pas, qui permet d'avoir des fils de discussion sur une action pour la rendre vivant. Excel ne le fait pas. Donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui, si je fais preuve d'empathie et si je devais remplir un plan d'action dans les organisations avec ces 15 colonnes, je ne le ferai pas. Voilà. Parce que ce qui a été prévu n'est pas simple et n'est pas en phase avec des modes de fonctionnement naturels. Voilà. Donc ça, ce principe de faire simple, c'est vrai, ça nécessite vraiment de mettre en place une démarche itérative et de se dire tout ce qu'on fait pas, pourquoi les gens ne le font pas, de faire preuve d'empathie et de se dire est-ce qu'on peut pas faire autrement et de manière beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe à partager, c'est cette démarche, elle doit être itérative et c'est de faire évoluer aussi ce postulat. La qualité, c'est faire bien du premier coup. Pour tous ceux qui sont dans l'assemblée là présents aujourd'hui, qui ont une forte expérience de la qualité, on a tous été, j'allais dire, biberonnés à la qualité, c'est faire bien du premier coup. Et une telle approche nécessite d'avoir un PDCA qui soit relativement lourd, parce que pour faire bien du premier coup, il faut passer, en tous les cas, on l'imagine, beaucoup de temps dans le plein. D'accord? Donc, sur ce schéma-là, on voit qu'il y a une pente. Si vous allez sur Internet avec le PDCA, on le représente souvent de cette forme-là, avec une cale. Et encore, je n'ai pas mis le petit personnage qui va tenir la cale avec sous forme d'effort, en tous les cas, pour dire que le tout ne s'écrase pas, ne s'écroule pas. Et moi, responsable qualité, je suis là pour maintenir toute cette démarche d'amélioration continue. Donc, avoir un PDCA qui soit lourd, ça veut dire qu'on passe souvent beaucoup de temps dans le plain, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'intellectualisation. Et plus on va passer de temps, dans le plein, plus on sera dans de l'intellectualisation, du superflu et d'imaginer tous les cas. Donc, de quelque chose qu'on pourrait imaginer qui soit simple à mettre en œuvre sur le terrain, plus on va passer de temps dans le plein, plus on va complexifier les choses pour utiliser ce temps qui est mis à cette disposition. Donc, ce PDCA et cette affirmation que la qualité, c'est faire bien du premier coup, l'évolution, c'est plutôt dire la qualité, c'est viser l'excellence en plusieurs coups et de passer avec des sauts de puce agiles à fréquence rapprochée. Voilà. Donc, cette nouvelle représentation, ça implique le fait que quand vous allez lancer quelque chose, ça sera pas parfait du premier coup, parce qu'aujourd'hui, en tous les cas, moi j'ai une conviction, c'est qu'on peut pas faire des choses parfaites en imaginant tout dans le PDCA, de se dire on va livrer ça, on va mettre ça sur le terrain, et une fois que ça sera sur le terrain, de toute façon, ils ont qu'à appliquer la perfection qu'on a imaginée en salle. Aujourd'hui, je pense que la vie est totalement différente et les modes de fonctionnement sont totalement différents. Il faut imaginer des choses, il faut passer un peu de temps dans le P. Et une fois qu'on a passé un peu de temps dans le P, la seule vérité pour savoir si ce qu'on a fait, ça répond à un certain nombre de besoins, il faut le mettre sur le terrain, il faut observer ce qui se passe sur le terrain et il faut réagir. Voilà. Donc ce processus itératif d'avoir des boucles courtes là-dessus me paraît vraiment un changement important et vraiment un changement aussi d'état d'esprit où aujourd'hui un responsable qualité ou QSE doit accepter le fait que son truc, ce qui va pondre là dans son système de management, ça sera pas parfait du premier coup et qu'il va falloir rentrer dans cette démarche itérative, observer, ajuster pour arriver au modèle qui soit parfait. Donc ça, c'est le deuxième principe. Ça doit fonctionner sur une démarche itérative.
Troisième, et oui, comme nous l'a rappelait l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Il faut enclencher la démarche et faire tourner ce PDCA pour avoir quelque chose de beaucoup plus agile et beaucoup plus réactif. Voilà. Je profite de ce temps. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à utiliser la discussion. J'essaierai de répondre aux questions à la fin de cette démarche. Troisième principe, c'est que cette qualité, elle sera forcément innovante. Et l'innovation est vraiment un terme aujourd'hui absent de toute, j'allais dire, la culture qualité qui existe. Donc, si on représente aujourd'hui les démarches, je m'inspire de ce qui existe au niveau du Kaizen. On a des démarches aujourd'hui, j'allais dire, d'amélioration, de maintien et d'amélioration. Ça existe, ça fait partie de l'ADN de la qualité. C'est-à-dire que la qualité, l'amélioration continue, ça, c'est quelque chose que la qualité ou le QSE fait très bien. Alors, pour représenter ça, j'utilise le symbole du rétroviseur. Vous allez me dire pourquoi le rétroviseur. C'est ça, tout simplement pour essayer avec une image simple, de se dire, l'amélioration, elle fonctionne comment? C'est je regarde ce que j'ai fait les dernières et puis j'apporte des améliorations pour améliorer. Donc, il y a toujours un effet de regarder ce que l'on fait pour améliorer, de regarder ce que l'on fait pour améliorer. L'exemple que je reprends aussi fréquemment, c'est de dire comment vous fonctionnez sur vos revues de direction. Vous prenez vos revues de direction de la dernière, vous les améliorez, vous reprenez en changeant 2-3 transparent en disant ça c'est un peu long, un peu court, etc. Et vous allez générer de l'amélioration. Donc ça, l'amélioration, ça fait partie de l'ADN de la qualité et l'amélioration continue d'autant plus. Voilà. Après, ce qu'on le voit moins, c'est cette notion de rupture et d'innover. Et ça demande un autre comportement, ça demande une autre façon de penser pour innover. Donc, innover, d'abord, c'est la capacité de faire preuve d'empathie. Vous allez voir, ça va être un peu notre mot-clé de ce webinaire. C'est ce terme empathie qui, pour moi, est vraiment intéressant. C'est de vraiment chercher à comprendre les autres et de se dire, finalement, pourquoi ils s'ennuient, pourquoi ils sont pas motivés à cette revue de direction, pourquoi ils viennent à reculons. Est-ce que vraiment ce que je leur propose, est-ce que c'est vraiment enthousiasmant? Est-ce que c'est vraiment sexy? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur ajoutée et qui leur sert? Donc, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'organisation, on a un réflexe qui est naturel, ça vient pas de moi, ça vient des autres, et là-dessus, que je partage, même à titre personnel. Après, l'idée, c'est de se dire, bon, allez, j'analyse de manière un peu plus objective la situation et pourquoi finalement les gens n'adhèrent pas et de faire preuve vraiment de cette empathie pour essayer de trouver des éléments de réponse qui vont correspondre à ce que eux ils recherchent et à leurs besoins. Donc, pour innover, il faut faire preuve d'empathie. Pour innover, il faut mobiliser de l'énergie pour faire autrement. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, j'aime bien dire, il ne suffit pas de faire mieux. Aujourd'hui, il faut souvent faire autrement. Autrement, ça veut dire qu'il faut reprendre les choses. Il ne faut pas avoir peur de la feuille blanche, de repartir de la feuille blanche et de se dire, finalement, cette revue de direction, comment je peux l'imaginer pour enthousiasmer mes participants? Donc, si vous fonctionnez toujours avec mon rétroviseur en regardant comment vous avez fait les années précédentes, vous serez pas dans une logique de rupture, vous serez pas dans une logique disruptive, c'est un terme aussi à la mode, mais vous serez dans une logique d'amélioration. Non, là, lorsqu'on veut innover, lorsqu'on veut aborder les choses autrement, il faut partir de la feuille blanche et de remettre le compteur à zéro en disant comment je peux faire pour faire quelque chose qui intéresse ma direction ou en tous les cas mes clients. Alors, je vais faire aussi une petite aparté là sur cette notion de client parce que effectivement, lorsqu'on fait quelque chose, vous responsable qualité ou vous responsable QSE, quand vous faites quelque chose, vous le faites toujours pour le compte d'un client. Si vous n'avez pas un client qui achète entre guillemets vos solutions ou vos prestations, il faut se poser la question pourquoi vous le faites, puisque la norme n'est pas un client en tant que tel. Et puis, je ne parle pas de l'auditeur externe qui n'est pas votre client, qui est certainement une partie prenante dans votre système de management, qui peut être tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas votre client. Ça, c'est un point clé, parce que je vois trop de systèmes de management qui sont construits en croyant que le client du système de management est l'auditeur externe. Il faut vraiment sortir de ce schéma-là, parce que sinon, c'est un schéma qui vous cantonne dans une organisation et dans une façon de penser. Vous allez construire quelque chose pour cet auditeur externe qui, je le rappelle,
vient une journée, 2 jours, voire 4 ou 5 jours par an. Mais en tous les cas, ce n'est pas votre client. D'accord? Donc, si je reprends mon raisonnement et ma réflexion, vous dites, je fais une revue de direction et qui sont mon client? Ben, les clients, c'est bien entendu en premier lieu la direction et éventuellement toutes les personnes qui participent, puisque eux, ils vous donnent de leur temps et ce temps a de la valeur, donc il faut les satisfaire par rapport à ça. OK? Donc, pensez bien dans cette notion d'empathie que lorsque vous faites des choses, vous le faites pour le compte d'un client. C'est pareil. L'autre exemple que j'aime bien donner, c'est si vous faites des audits en interne, qui vous achète vos rapports d'audit. S'il n'y a pas de client qui est là pour acheter un rapport d'audit, bah, tout le monde s'en fout finalement. Ce livrable, qui est le client, qui a une attente par rapport à ce livrable. Ça, c'est important. OK? Donc, pour innover, il va falloir que vous pensiez au client. Alors, pas forcément au client qui est externe, hein, mais vraiment à votre client interne, celui qui vous achète votre prestation. Et toujours en se disant, ben lui, là, mes participants, par exemple, de ma revue de direction, ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Comment je peux placer cette revue de direction pour que ça apporte de la valeur ajoutée au sein de l'organisation? Voilà. Donc, quand on est dans cette logique-là, on fait vraiment preuve d'empathie. Et la deuxième idée, bah, quand on veut innover, il va falloir mobiliser de l'énergie. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai bien conscience, c'est-à-dire quand on est dans de l'amélioration continue, on se fatigue, entre guillemets, moins. C'est-à-dire qu'on reste dans sa zone de confort et du coup, on se dit, j'enlève 2-3 transparents ou j'introduis 2-3 transparents et ça, en termes d'énergie, ce n'est pas très consommateur d'énergie. Par contre, lorsque vous voulez innover, repartir d'une feuille blanche, là, ça nécessite pour vous de mobiliser de l'énergie pour faire autrement les choses. Et qui dit énergie, ça va vous dire également, ça va impacter aussi cette notion de risque, puisqu'il va falloir sortir de votre zone de confort quand on veut innover, parce que vous allez découvrir de nouveaux territoires ou alors proposer de nouveaux territoires qui ne sont pas connus et vous allez proposer des nouvelles solutions. Et là, il va falloir prendre des risques pour dire est-ce que ça va intéresser ou non les gens, mes clients internes. Donc, si je reprends mon exemple de la revue de direction, si vous faites votre revue de direction comme l'année dernière, vous prenez pas de risques, vous mobilisez peu d'énergie. Par contre, vous n'allez pas créer un effet waouh quand les gens diront ben il n'y a pas eu de découverte. Voilà, je sais à quoi m'attendre. Je n'ai pas été surpris de cette situation. C'est un peu comme quand vous décidez d'aller dans un hôtel d'une grande chaîne. Hein, vous êtes rarement surpris, ni d'un côté, c'est-à-dire il n'y a pas de déception, mais il n'y a pas non plus d'effet waouh généralement dans ces hôtels. Voilà. Par contre, là, l'idée, c'est de se dire, bah, vous allez découvrir quelque chose de nouveau et vous allez proposer quelque chose de nouveau, donc vous allez prendre des risques et c'est pas certain que cela va intéresser vos clients internes. Donc, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et d'accepter le droit à l'échec, c'est-à-dire se dire là j'ai pris un risque. Ce risque, ça crée un effet waouh, tout le monde a été content, mais c'est aussi le fait de se dire je me suis un peu planté là et ça n'a pas eu l'effet escompté, donc voilà. Ceci étant dit, je pense que c'est vraiment fondamental de temps en temps sortir de cette zone de confort et d'accepter le droit à l'échec. Moi, à titre perso, je peux vous assurer que j'ai essayé d'innover, j'ai pris plein de risques, j'ai engagé plein de choses et je me suis pris un paquet de gamelles. Et aujourd'hui, je dis ouvertement que je me suis pris un paquet de gamelles. Et il n'y a pas aucune honte à ça. C'est parce que au moins, le seul truc dont je suis certain, c'est que si j'ai pris des gamelles, c'est que j'ai essayé de faire des choses innovantes. Si j'avais pas pris de gamelles, c'est que je serais resté dans ma zone de confort et j'aurais rien fait de nouveau. Je serais resté sur mes prestations classiques. Et là, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, si vous voulez innover, prenez des risques, essayez de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et pour ça, il faut avoir le courage de faire autrement. Voilà. Donc, si je reviens sur mon exemple de la revue de direction, demain, essayez de débuter votre revue de direction par un QCM, lancer un challenge, essayez de mettre en place un peu un pitch du processus où vous laissez 7 minutes à chaque pilote de processus pour challenger son process et le montrer ce qu'il a fait aux autres, etc. Allez chercher des idées nouvelles.
venez casser un petit peu cette habitude ou pour que les gens soient surpris lorsqu'ils viennent à cette réunion et sachez aussi, comme on le fait en marketing, créer un effet waouh, c'était super cette réunion. Voilà. Donc pour ça, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ça aussi, c'est un terme à la mode, c'est-à-dire de se dire, je ressens les choses, j'ai pris conscience d'un contexte, d'une situation, et je peux faire ce type d'animation. Ne faites surtout pas des copier-coller en disant, j'ai un collègue qui l'a fait dans son organisation, je vais faire exactement la même chose, sans se poser la question, est-ce que cette façon de faire correspond à la culture de mon organisation? Est-ce que ça correspond au cadre de mon organisation? Voilà. Donc cette nouvelle qualité, mettez une dose d'innovation parce que l'innovation, c'est ce qui vient de créer un peu des effets waouh et qui évite de rester dans un système qui ronronne, qui crée plus de surprises et dans lequel les gens s'habituent à évoluer. Autre point, elle sera également cette nouvelle qualité sur de nouveaux temps. Alors, je pense qu'il y a un temps long qu'il va falloir développer, qu'on voit rarement dans les organisations, dans les systèmes de management. C'est un temps, alors le temps long, c'est, je dirais, un temps à 3 ou 5 ans. C'est-à-dire quand on fait de la stratégie, c'est un peu ces temps longs qu'on a. C'est-à-dire, c'est d'avoir une réflexion un peu stratégique. C'est comment vous allez positionner votre qualité, votre système qualité dans une vision beaucoup à plus long terme. Et avec un exemple, c'est que voulez-vous accomplir de grand dans les années à venir? C'est-à-dire d'avoir cette vision qui n'est pas simplement réservé à la stratégie, mais de se dire au moins, voilà comment je me projette dans les 3 ou les 5 ans. Ça me paraît intéressant d'avoir cette vision et pas de raisonner toujours à l'année. La qualité, elle résonne souvent à l'année, comme si c'était le seul temps qui existait dans une organisation. Les 12 mois, c'est un temps important, soit calqué sur un exercice fiscal ou sur l'année civile, mais il n'y a pas que ça comme temps. Il nous faut un temps long pour vous donner aussi une projection de ce que vous voulez devenir, de ce que doit devenir la qualité dans votre organisation. Donc, développer ce temps long, développer également des temps très courts. Et ces temps très courts, il va falloir les développer pour limiter la charge mentale. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes de management qui génèrent de la charge mentale en disant « Ouh là là, il faut qu'on pense à enregistrer nos actions dans le tableau Excel, il faut qu'on pense à faire ci, il faut qu'on pense à faire ça, etc. » Donc, limiter cette charge mentale avec des temps très courts qui peuvent être tout de suite, à la journée ou à la semaine. Et là, je m'inspire vraiment des méthodes agiles, c'est-à-dire de ne pas repousser des choses qu'on peut faire dans des temps très courts pour éviter d'alimenter encore la charge mentale. Donc là, ça peut être, je vous ai mis des exemples empruntés aux méthodes agiles, de faire des stand-up avec des mêlées quotidiennes, de faire des sprints, de faire des rétrospectives de sprints, etc. C'est de se dire, challenger les temps de votre système qualité en disant, est-ce que le temps du mois ou de l'année, qui sont les temps les plus utilisés, sont les bons temps? Parce qu'il y a une époque où le mois, par exemple, était un temps fréquent qu'on utilisait en disant on va faire des réunions mensuelles. Voilà, c'était le bon tempo. Aujourd'hui, avec le rythme du changement, il y a des temps aujourd'hui qu'il faut développer et je pense qu'il faut développer notamment ces temps courts en s'inspirant des méthodes agiles. Et enfin aussi, il faut développer des temps, j'ai appelé intermédiaires pour être plus efficace, et je pense notamment au trimestre. Le trimestre est un temps aussi qu'on trouve peu dans les systèmes de management, qui est un temps à développer. Et notamment, je vous invite à vous inspirer d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle entre guillemets, entre parenthèses toujours, OKR, c'est Objective Key Result, qui est une méthode empruntée à Google, qui la met en place, où il travaille vraiment sur des objectifs, mais par vague trimestrielle, par jalon, au lieu de se dire, en revue de direction, l'année prochaine, on se donne quoi comme objectif sur un temps d'1 an, qui est un temps énorme, et souvent ces objectifs-là sont pas toujours animés dans les organisations, on les laisse vivre, et puis c'est 1 mois avant la revue de direction qu'on se dit, oulala, on s'était donné cet objectif, on en est où par rapport à ça? Donc, se donner des objectifs trimestriels pour l'avoir vu dans des organisations et pour l'avoir testé, c'est intéressant, c'est de se dire, voilà, tous ces objectifs peuvent être trimestriels, on peut faire aussi des plans d'action, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, de planifier des actions pour le 22 novembre ou pour le 8 janvier qui correspondent à aucune réalité sur ces dates-là,
on peut se dire, bah, sur l'année, on se fait 4 jalons. On va planifier toutes nos actions sur 4 jalons qui correspondent à des trimestres et les gens doivent s'engager à mettre en place des actions sur les trimestres pour lesquels ces actions ont été planifiées. Et comme ça donne un cadencement, un nouveau cadencement dans les organisations pour planifier ces temps-là. Voilà. Donc, ces nouveaux temps, un temps long pour se donner une vision, ce que j'ai envie de devenir, est-ce que je veux mettre un peu de RSE, est-ce que je veux mettre du Lean, un peu de la méthode agile là-dessus, mais d'avoir une réflexion un peu stratégique sur l'évolution de ce système de management dans vos organisations, des temps courts pour limiter les charges mentales et des temps intermédiaires pour être plus efficace, notamment pour éviter les temps de type annuel. Cette nouvelle qualité, elle sera également holistique. Donc, ces notions de parties intéressées, vous allez me dire, bah, les normes ISO 9001, etc., l'ont bien intégré. Oui, elles l'ont intégré. Là-dessus, il n'y a pas débat. Mais quand je dis, il faut désormais prendre en compte toutes les parties prenantes pour de vrai, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. Les normes ISO, je rappelle un peu juste le principe de révision d'une norme. Cette intégration des parties intéressées donc date de 2015, où là, on regarde quand on fait une révision d'une norme sur des bonnes pratiques qui existent dans tous les domaines, dans les organisations, et on se dit, ce truc-là, ça peut être intéressant de le mettre dans l'ISO 9001. On prend ça, et puis on le vulgarise au maximum pour que cette nouvelle exigence soit accessible au plus grand nombre. Je vous rappelle, il y a environ 1 million, notamment d'entreprises certifiées ISO 9001 dans le monde. Donc, en 2015, quand ils ont dit, bah, on va regarder du côté RSE, parce que toute une démarche RSE est basée sur les parties prenantes, on va se dire, bah, on va prendre ce truc-là, on l'intègre dans la norme ISO 9001 version 2015, on appelle ça partie intéressée, et puis on rajoute pertinente pour pas avoir une approche holistique aussi forte que la RSE. Et puis là, on a à peu près une exigence qui a été réduite à sa plus simple expression pour permettre à 1 million d'entreprises de pouvoir gravir cette marche qui ne doit pas être trop haute. Alors, pourquoi je dis qu'il faut prendre en compte toutes les parties prenantes pour de vrai? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, cette prise en compte dans les normes des parties intéressées se schématise, j'allais dire, par des cartographies qui permettent de se dire, bah voilà, on a fait un beau dessin, voilà nos parties intéressées pertinentes. Parfois, on fait des systèmes un peu compliqués pour dire ça veut dire quoi pertinente, celles qui ont un impact, et on fait des multiplications. Voilà, bon, ça peut être des systèmes qui ont très rapidement compliqués, qui débouchent sur des choses qui n'ont pas un véritable sens opérationnel en tous les cas. Et ces parties intéressées, une fois qu'on les a définies, qu'on a défini leur attente, on attend leur direction pour faire un point, et voilà, l'affaire est jouée. Non, quand je dis qu'il faut prendre en compte vraiment pour de vrai les parties prenantes, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait un changement d'état d'esprit. Voilà. Là, aujourd'hui, je vous ai mis 3 exemples de parties intéressées, les salariés, les prestataires et les clients. Si on lit la deuxième colonne, ce sont un peu les exigences aujourd'hui isonormées autour de ces parties intéressées. Voilà, on est sur des choses très factuelles, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les salariés, on ne peut pas se contenter de ce qu'il y a dans les normes pour la nouvelle qualité de demain. C'est vraiment le b.a.-ba, j'allais dire, c'est le minimum vital de parler compétences, sensibilisation, communication. Avec ça, on est certifié ISO, mais c'est pas une approche globale de la qualité. D'accord? Donc, il faut intégrer de l'intelligence collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, responsable qualité ou QSE, demain, il va falloir savoir animer des ateliers d'intelligence collective. Il va falloir intégrer de la QVT. On peut pas parler des salariés de manière restrictive uniquement avec compétences, sensibilisation, communication. C'est pareil sur ma ligne autour des prestataires ou autrement dit des fournisseurs. Il est quand même important d'intégrer les fournisseurs, mais avec un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire de parler de partenariat, de parler de co-développement. Il va falloir changer un peu la façon de penser de certaines organisations qui parfois raisonnent comme il y a un siècle. Vous savez, parfois on trouve ces acheteurs qui raisonnent que sur le prix, dont le jeu c'est de mal payer leurs fournisseurs ou de les embêter dès qu'il y a une erreur sur les factures. Toutes ces entreprises qui ne respectent pas leurs fournisseurs, comme toutes ces entreprises qui respectent pas leurs salariés, seront des entreprises qui, dans un nouvel écosystème de performance, seront en mal, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont du mal à recruter, et demain, il y a des entreprises qui ont du mal à trouver les meilleurs fournisseurs si elles ne les respectent pas. Donc, tout ça, ça veut dire que
quand je parle d'approche holistique, il faut vraiment s'inspirer d'une vraie approche holistique. Il ne faut pas être que sur le paraître, sur une démarche de type isonormé. Il faut être beaucoup plus loin. Il faut embarquer tous ces acteurs-là. Et idem sur les clients. Il suffit plus aujourd'hui de les satisfaire. Il faut leur créer un effet waouh. Il faut leur montrer que vous êtes responsable au niveau aussi au niveau de l'environnement, etc. Voilà. Et je parle pas de tout pour les laisser pour compte sur la société civile, etc. Donc, ce que je veux dire par là sur cette nouvelle qualité, ce qu'a fait l'ISO dans sa révision 2015 est très bien, c'est d'intégrer le principe, mais il faut pas s'en tenir là. C'est-à-dire, c'est la première marche d'un escalier. Il faut vraiment penser autrement sur ces parties prenantes. Et puis, il faut surtout le maître mot de la RSE, c'est d'instaurer un dialogue avec les parties intéressées. Et c'est ça la finalité. C'est pas simplement de faire une matrice ou une marguerite des parties intéressées, ou de faire des multiplications pour dire quelle est la partie intéressée qui sera pertinente ou pas. Il faut vraiment changer d'état d'esprit, ou en tous les cas faire évoluer l'état d'esprit si cet état d'esprit est déjà présent dans les organisations. Voilà. Donc cette notion d'holistique est un point très fort. Autre point qui est en lien avec holistique, être performant, c'est bien, mais insuffisant aujourd'hui. Il faut prendre en compte, bien entendu, aujourd'hui aussi les enjeux environnementaux et sociaux. Alors, prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux, même si vous n'êtes pas certifié ISO 14001 et même si vous n'êtes pas certifié ISO 45001. Et je dirais que même si vous êtes certifié 14001 et 45001, c'est totalement insuffisant parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Si vous êtes certifié 45001, il faut embarquer plus d'approches au niveau QVT. Il faut aller beaucoup plus loin que la 45001, à moins que vous l'ayez déjà intégré dans votre système de management. Idem pour l'environnement. Il faut aller beaucoup plus loin que les simples normes. Les normes donnent un cadre normatif et réglementaire qui est très bien, mais il faut aller au-delà de ça. Donc, sur cette vision limitée, j'ai pris quelques mots-clés sur un univers un peu isonormé et avec une vision étendue. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous faites de la conception, même si vous n'êtes pas certifié ISO 14001, vous êtes obligé de parler d'éco-conception parce que ça, c'est un sujet fondamental. Aujourd'hui, il y a un thème à travailler, c'est l'éco-conception. Parce qu'une fois qu'on a notre produit qui a été réalisé ou notre service en phase d'exploitation, tout part de la phase de conception. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'intégrer une couche d'éco-conception dans toute démarche, même si vous n'êtes pas certifié. Idem pour les achats. On peut pas se limiter à des achats responsables, on peut pas se limiter à des simples achats qui sont orientés sur la performance. Il faut avoir des achats responsables pour savoir que vos fournisseurs respectent un certain nombre de principes. Idem sur les politiques, sur la gouvernance. Ici, il faut parler d'éthique et sur la réalisation. Quand on produit, il va falloir embarquer par les cycles de vie et tous les impacts environnementaux qui existent. Voilà. Donc aujourd'hui, cette qualité, elle sera étendue, elle sera pas limitée à simplement la qualité de produit ou la qualité liée au client. Elle va embarquer tout un univers autour de ces enjeux qui s'imposent à toute organisation, qui sont les enjeux aussi environnementaux et sociaux, que l'on soit certifié ou non, c'est pas là le sujet, c'est de dire il faut embarquer dans son système un certain nombre d'éléments qui font partie de la performance des organisations. Et autre point, je crois que c'est le dernier, c'est cette qualité qui sera intégrée. Travailler pour une cause, c'est bien, mais insuffisant. Il faut travailler ensemble pour une cause commune. Alors effectivement, souvent ce qu'on trouve dans les organisations, sous forme d'organigramme, c'est qu'on trouve c'est un peu parsemé dans l'organisation. On trouve plein de fonctions finalement qui contribuent à la même chose, qui est à la performance globale d'une organisation. Et on va retrouver la qualité, le HS a parfois séparé, la RSE aussi, ou le développement durable, mais on parle plus de RSE aujourd'hui, qui vont être attachés parfois à la communication et le marketing. On va trouver la transformation digitale. Il y en a un petit peu de partout. Et tout ça, finalement, toutes ces fonctions contribuent au même objectif, qui est la performance globale ou la performance responsable. Et finalement, demain, on aura peut-être une direction de la performance globale qui va intégrer tous ces services, toutes ces composantes qui contribuent à cette performance globale. Donc, si je reviens sur le point d'interrogation un peu sur quel pourrait être
le dessin de cette qualité de demain. Vous avez mis plein de termes là dans le petit exercice qu'on a fait en ligne ensemble qui répondent à tout ça. Demain, aujourd'hui, il n'y a pas un terme vraiment qui est arrêté, mais je pense que demain, cette performance, elle sera globale ou elle sera responsable, c'est-à-dire vraiment une performance qui va tenir compte, bien entendu, de cette performance économique, de cette performance qui va embarquer l'excellence, mais également qui va intégrer les enjeux sociaux et sociétaux. Voilà. Donc, je ferai les questions-réponses à la fin. Donc, on a vu tous ces principes, un peu de cette nouvelle qualité qu'on est en train de dessiner ici. Et un point avant de passer sur ce sujet, moi, j'ai toujours dit que pour moi, en tous les cas, je n'ai jamais cru que l'avenir de la qualité ou était le QSE. Moi, j'ai toujours dit que l'avenir de la qualité ou serait, en tous les cas, la RSE. Pourquoi? Parce que la QSE est parfois trop orientée. Alors je fais une petite aparté, mais je dis pas que c'est pas fondamental, important, crucial, etc. Tous les termes sont forts, mais ils sont nécessaires. Ce que simplement je veux dire, c'est que dans cet univers de SE, parfois ça a été trop réglementé. Et là, ce qu'il faut qu'on aille, c'est vraiment sur des choses qui soient réglementées, mais qui aillent aussi au-delà. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens à tout ça. Il faut tenir compte de tous ces enjeux pour faire grandir sa qualité en interne, avec ou sans des certifications complémentaires à l'ISO 9001 et à cette qualité. Alors, sur ces conséquences, la première, c'est déjà d'avoir un voyage en terre inconnue. Alors, ce que j'appelle voyage en terre inconnue, c'est que tous les termes que je vous ai mis dans cette bulle-là, vous les connaissez par cœur et je ne vous ferai pas l'affront de revenir dessus. Donc ça, ces termes sont connus. Par contre, dans cet univers de la performance globale, aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 sources d'inspiration dans cette performance globale qui sont tout ce qui est lean, excellence opérationnelle. Ça, je pense que ça, notamment comme on l'a vu sur cette notion d'agilité, sur cette notion de nouveau temps, sur cette notion de performance, je pense que le responsable QSE d'aujourd'hui et de demain doit avoir cette culture de l'excellence, de se dire de tout ce que l'on fait, ça produit de la valeur ajoutée, de tout ce que l'on fait, c'est utile, c'est nécessaire, etc. Alors, quand je dis d'avoir cette culture lean, je dis pas il faut maîtriser les outils du lean. Là, il faut pas confondre. C'est-à-dire que c'est pas être un expert forcément du lean et des outils, mais c'est d'avoir cette culture du lean. C'est-à-dire que c'est penser lean. Penser lean, c'est de se dire en permanence sur cette recherche de la performance, sur cette recherche de l'efficacité, sur le truc de se dire, est-ce que l'on est en train de faire, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on est vraiment sur des notions de performance individuelle et collective, et je vous ai listé dans la colonne un certain nombre d'outils ou de principes qui peuvent être mis en œuvre. Deuxième univers qui doit faire partie de votre deuxième thème qui doit faire partie de vos compétences ou de demain, c'est tout ce qui concerne la RSE. Aujourd'hui, la RSE ne pourra pas être absent du champ de réflexion d'un responsable qualité ou d'un responsable QSE. C'est une évidence, c'est une certitude. Vu le contexte actuel, il va falloir prendre en compte ces éléments-là. Alors, aujourd'hui, il y a, je vais schématiser 2 types d'approches. Il y a l'approche où la RSE est rattachée à la communication et au marketing. Alors, à la limite, mais c'est ce que c'est pas toujours le cas, de faire un peu du greenwashing, c'est-à-dire communiquer plus rapidement que l'on agit. J'ai toujours été, je suis surpris, depuis plusieurs années, de se dire pourquoi on n'a pas pensé à la qualité au QSE pour porter des sujets de type RSE. Voilà. Alors, c'est en train de changer. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de mise en œuvre, mais je pense qu'il y a vraiment une notion de posture qu'on verra après, qu'il va falloir travailler au sein des organisations pour permettre justement à ce que la qualité porte des sujets aussi stratégiques et peut-être pas qu'opérationnels comme on l'a fait dans le QSE, parce que dans la RSE, il y a vraiment des notions de vision, il y a des notions d'innovation, il y a des notions de défi, et parfois tout ça, comme la qualité est parfois cantonnée à des choses très opérationnelles, on ne pense pas à la qualité à la QSE pour porter des sujets RSE. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment une fonction
qui est très légitime pour porter ces sujets. Voilà, donc je vous ai mis des thématiques sur cette deuxième colonne. Et enfin, il y a une troisième source d'information qui me paraît fondamentale, c'est tout ce qui concerne, alors j'appelle ça l'entrepreneuriat, mais c'est toutes ces nouvelles méthodes, toutes ces nouvelles façons de travailler qui sont en lien avec ces, entre guillemets, nouvelles générations qui aujourd'hui font partie de la vie active, qui est important de connaître et de maîtriser. Il faut connaître tous ces outils parce qu'il y a des outils fabuleux et qui sont aussi en lien avec des notions de temps dans l'organisation. Alors, j'ai imaginé une petite matrice en mettant sur l'axe horizontal les connaissances, avec j'ai quelques connaissances, je sais en parler, je sais expliquer, je sais transférer, et sur l'axe vertical des compétences avec pas de pratique, une expérimentation pratique et de nombreuses pratiques. Voilà. La notion de différencier ce qu'est une connaissance de compétences, ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à prendre conscience. C'est-à-dire que je vous ai remis la notion de compétence, c'est l'aptitude à mettre en pratique des connaissances et du savoir-faire pour obtenir des résultats escomptés. Voilà. Donc c'est vraiment cette aptitude à faire des choses dont j'ai connaissance au préalable. Donc si je reprends votre univers isonormé, pour la plus grande partie d'entre vous, vous avez toutes les connaissances nécessaires, vous connaissez la norme, vous connaissez tous ces éléments-là, et tout ça, non seulement vous les connaissez, mais en plus vous les mettez en pratique avec une posture un petit peu d'expert dans les organisations. Voilà, le sujet est ciblé, donc vous pouvez vous permettre de faire ça. La réflexion que je vous invite à avoir, c'est de se dire dans l'univers de la performance globale, ça embarque tellement de sujets, ça embarque tellement de matières que vous pourrez en aucun cas avoir la même posture dans l'organisation que vous l'avez eu pour un univers isonormé. On ne peut pas être expert de tous les sujets. Si je dis, vous ne pouvez pas être expert de l'éco-conception, vous ne pouvez pas être expert de la QVT, vous ne pouvez pas être expert de la gouvernance, vous ne pouvez pas être expert des achats responsables, vous ne pouvez pas être expert de ci, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette démarche, si vous lancez cette démarche, il vous faut, à minima, et ça c'est ce que je vous invite, c'est d'avoir des connaissances. C'est-à-dire de savoir au moins que ça existe et d'aller chercher de l'information sur des sujets sur lesquels vous ne serez peut-être jamais expert. Mais là, c'est une frustration à gérer. C'est peut-être que c'est pas vous qui serez expert. Si je reprends mon exemple de l'éco-conception, c'est peut-être pas vous qui allez être expert de l'éco-conception, peu importe. Vous, ce que vous devez savoir, c'est vous devez avoir des connaissances, que ça existe, qu'il y a des organismes qui font des formations, qui existent ça, d'avoir des retours, etc. Travaillez vos connaissances, mais les compétences, elles seront peut-être pas à mettre à votre niveau. C'est-à-dire que si vous avez un bureau d'études dans votre organisation, si vous avez des gens qui sont experts de ça, c'est eux qui doivent porter des sujets. Et la RSE, ça va être ça. Ça va être de se dire que vous pourrez jamais, en tant que responsable qualité ou QSE, être expert de tous les sujets. Il faut savoir que ça existe et il faut faire monter en compétence les gens dont c'est le métier de faire. Idem, si je reprends mes achats responsables, vous, votre rôle, c'est d'avoir des connaissances, c'est de se dire, on peut faire une charte éthique, voilà, d'un peu des pratiques, c'est savoir, voilà, de savoir un peu les grands principes que ça existe. Mais après, c'est pas à vous de faire les choses. Vous, votre rôle, c'est d'accompagner, c'est d'avoir une posture de coach pour permettre aux gens, aux acheteurs, aux responsables achats de monter en niveau par rapport à ce sujet-là. Voilà. Donc, ayez bien en tête cette matrice que je vais faire évoluer dans le temps parce qu'elle est un peu expérimentale. Mais c'est de se croiser, de ne pas confondre les connaissances et les compétences, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame sur le sujet. Et dans le projet, sur cette performance globale, je pense qu'il faut développer vos connaissances, quelques compétences bien entendu, mais il faut savoir que ça existe et transférer tout ça à d'autres personnes. Ensuite, il y aura des soft skills pour passer justement à cette posture de coach. Et comme nous l'a dit Gandhi, vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas. Et là, vraiment, je crois qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. J'aurai pas le temps de le développer, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais pour moi, j'ai mis en exergue 7 compétences en termes de soft skills qui me paraissent essentielles. C'est d'abord l'exemplarité. On ne peut pas demander à des gens de faire si on ne fait pas soi-même. Ça, c'est le principe numéro 1. L'empathie, j'en ai beaucoup parlé, c'est de dire on ne peut pas se mettre toujours en situation
de se plaindre sans essayer de comprendre pourquoi les autres ne le font pas. Il faudra aussi avoir un rôle de communication, de parler simplement, de créativité, j'en ai parlé avec l'innovation, d'agilité en travaillant sur des nouveaux temps et de pas tout vouloir reporter, d'être dans ces schémas-là, d'avoir un esprit collaboratif parce que demain, il faut apprendre à animer des équipes, à faire travailler les gens ensemble. Il faudra avoir un esprit d'entreprendre. Il faudra oser prendre des risques, comme on l'a vu sur l'innovation. Il faudra oser se dire, dans les risques et opportunités, si je schématise, le responsable QSE, il doit pas toujours être dans le côté risque, il doit être aussi côté opportunité, c'est de dire, OK, je prends un risque, mais j'ai tellement une opportunité à saisir que moi, j'ai cet esprit d'entreprendre, parce que c'est essentiel pour faire des choses un peu innovantes. Voilà. Et en conclusion, si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut sortir de cette zone de confort, il faut avoir le courage il faut avoir une vision de ce qu'on a envie de faire. Et je pense aussi que ce qui est essentiel, c'est toujours de se faire plaisir dans son travail. Et quand on est dans un job qui commence à ronronner, on fait toujours les mêmes choses, où tous nos rituels sont bien établis, mais que l'on passe que son temps à se battre pour faire en sorte que les rituels se maintiennent à niveau, à un moment donné, il faut créer aussi une nouvelle source de fraîcheur. Il faut faire autrement pour créer ce fameux effet waouh, surprendre, pour faire plaisir aux autres en disant dis donc ton truc là c'est super fonctionnel, je savais pas qu'on pouvait faire des choses aussi sympathiques et ergonomiques et c'est top. Et puis même pour vous sortir un petit peu de ce quotidien.